Bonsoir, bienvenue pour cette rencontre avec Pascal Alex Vincent, que vous connaissez déjà, puisque Pascal Alex vient assez régulièrement, surtout quand on est sur le Japon. Pascal Alex qui enseigne à la Sorbonne Nouvelle, éminent spécialiste du cinéma japonais et cinéaste également, puisque la dernière fois que tu étais venu, c'était pour ton documentaire sur Satoshi Kon, je pense, Tout à fait. dans la rétro Satoshi Kon, et que demain tu présenteras ton tout dernier donc sur Keiko Kishi, demain à 16h. Absolument. Avant de commencer, j'en profite aussi pour saluer toute l'équipe de Carlotta qui est là et qui fête ses 25 ans et dont il faut saluer le travail qui est mené depuis des années sur Ozu, à la fois sortie salle, mais aussi, aussi édition. Un grand merci pour ce partenariat. Partenariat également avec Ombre Blanche. Donc normalement, il y a une signature à 20h30 de ton livre sur Ozu, une affaire de famille. Je dis normalement parce qu'en fait, tout a été vendu. Alors, je ne sais pas si vous avez des exemplaires et que vous souhaitez vous les faire dédicacer tout à l'heure. Ceux qui ont déjà acheté leur exemplaire, vous pouvez les revendre du coup, juste après. Il y a deux excellents ouvrages sur la table néanmoins. Il y a le Ozu hors champ, qui est un ouvrage japonais absolument fabuleux. J'ai piqué plein d'informations dans ce livre pour faire le mien. Et bien sûr, les fameux carnets d'Ozu, ça, voilà, il faut avoir les carnets d'Ozu. Les carnets d'Ozu sont absolument géniaux. Parce que Ozu a tenu un journal intime de 1933 à 1963, voilà, et ça a été traduit en français et publié chez Carlotta Film. Et on va commencer. Bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à intervenir quand vous le souhaitez. Si vous avez des questions ou des précisions à demander, n'hésitez pas à me faire signe et que je vous passe le micro. Pascal Alex, j'aimerais bien qu'on commence, si tu le veux bien, parce qu'en général, quand on parle d'Ozu, on parle du style Ozu. Dernière partie. De la même manière, il y a eu déjà beaucoup de littérature sur Ozu, mais qui est plutôt de l'analyse justement de son style. Et finalement, on parle assez peu de sa vie. Alors c'est toujours la grande question, hein. Est-ce qu'il faut dissocier l'œuvre de l'artiste ou pas? Ozu, malgré justement ses carnets, en fait, il parle assez peu de son intimité, si ce n'est que peut-être, on va dire, de son rapport au saké, par exemple, même si c'est un peu caricatural, mais il parle assez peu de sa vie, et notamment de sa vie intime, et quand même, j'aimerais bien, si tu veux nous parler de sa biographie, mais aussi de son intimité. Je m'entends juste, c'est que à Ozu, la famille est extrêmement présente. La question du mariage est également extrêmement présente. Or, Ozu, il ne s'est jamais marié et il a vécu avec sa mère quasiment toute sa vie. Donc, est-ce qu'il y a des liens ou pas? Ou en tout cas, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus, nous dire quelque chose de sa vie, s'il te plaît? Alors Yasujiro Ozu est né en 1903, la même année que Fernandel ou que Georges Simenon. Il est de la même génération il a travaillé au même moment et de la même génération que des cinéastes comme par exemple Alfred Hitchcock, Jean Renoir, John Ford. Sauf que voilà, lui est né au Japon et il se trouve qu'il est il est de la même génération que d'autres cinéastes très identifiés ici, comme Kenji Mizoguchi ou Mikio Naruse, qu'on a pu voir aussi à la Cinéthèque de Toulouse. Ozu, il vient des classes moyennes. Alors c'est absolument l'opposé de Mizoguchi, qui vient d'un milieu extrêmement pauvre, extrêmement modeste, qui a dû être placé, etc. Ozu, lui, vient de classe moyenne. Son père est représentant en anglais. Sa mère est femme au foyer, mais c'était le cas à l'époque. Voilà, et c'est en effet... Alors la question est originale, c'est quelqu'un qui est extrêmement concerné par la famille, il est très attaché à sa famille. Il se trouve qu'au Japon, et c'est
le cas encore un peu aujourd'hui, contrairement à l'Occident, il y a 3 générations qui peuvent vivre sous le même toit, c'est-à-dire petits-enfants, parents et grands-parents. Voilà, à l'époque, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on vit avec les enfants et on vit avec les aînés. Il y a encore des foyers au Japon aujourd'hui où c'est le cas. Voilà. Et donc la famille d'Ozu, c'est ça, c'est-à-dire que voilà, c'est une famille nombreuse. Il y a 2 sœurs. Il y a un grand frère, 2 sœurs et un petit frère, donc c'est une famille nombreuse. Voilà, c'est simplement que ce qui caractérise Ozu, c'est que sa famille a de grandes ambitions pour lui. Elle souhaite qu'il passe les concours de grandes écoles de commerce. Notamment, il y a une école de commerce très importante à Kobe. Mais c'est un peu l'artiste de la famille. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est absolument passionnant avec l'œuvre d'Ozu, c'est que quand on regarde ces films muets, en tout cas ceux qui ont survécu, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la majorité du cinéma muet japonais est perdu, hein, seulement 5% a survécu, mais dans les 5% de la production muette japonaise, par bonheur, il y a une poignée de films d'Ozu qu'on peut voir ici, je crois, hein, pendant le... que vous êtes déjà passé, voilà, qui ont survécu. Et dans ces films d'Ozu, de la première période, j'entends, il y a pas mal de films qui se passent à l'université. Et c'est intéressant de se dire que, de la même façon qu'Ozu n'a cessé de filmer des mariages, eh bien, dans ses premiers films, il n'a cessé de filmer le milieu étudiant, alors que lui n'a jamais fait d'études. Voilà, donc ça, c'est un aspect assez voilà, intéressant de son œuvre et de sa vie privée. Il se trouve qu'on détecte chez lui une certaine aptitude au dessin dès son plus jeune âge et que finalement, quand il est l'heure de faire des études supérieures, il échoue, mais un peu volontairement, je pense, aux différents concours d'école de commerce qu'on lui fait passer, parce qu'il y a quelque chose qui l'obsède, mais qui l'obsède, c'est le cinéma. C'est-à-dire que Ozu fait partie de cette catégorie de cinéastes qui ont d'abord été cinéphiles avant d'être cinéastes. Ce n'est pas le cas de tous les cinéastes de l'histoire du cinéma, mais Ozu a d'abord été cinéphage, puis cinéphile, et donc, mais vraiment dès son plus jeune âge. Et ce qui se passe, c'est que pour le jour où il doit passer son deuxième concours, je crois que c'est à Osaka, pour cette autre école de commerce où sa famille souhaite qu'il postule, il préfère finalement aller voir un film américain que de passer le concours. C'est ça. Ce qui le rend très attachant, c'est qu'on sent que le cinéma a été vraiment une grande affaire pour lui, notamment dès l'adolescence où il monte des clubs cinéphiles. Il monte un club cinéphile qui, notamment, entre autres choses, on discute de cinéma, mais il rédige des demandes d'autographes aux vedettes hollywoodiennes. Ça, c'est drôle qu'ils envoient donc à Los Angeles. Et un jour, il en reçoit une. D'ailleurs, il reçoit un autographe d'une actrice américaine du cinéma muet qu'il aimait beaucoup. Et voilà, et c'est quelqu'un qui est profondément intéressé par le cinéma, au point que, voilà, il n'a pas envie de faire d'études de commerce. Ses parents ne sachant pas quoi faire de lui, il est envoyé comme assistant d'instituteur dans un village de montagne. Et en fait, il faut savoir que tous les lieux que je vais évoquer aujourd'hui ont un musée ou quelque chose autour d'Ozu. Hein. C'est-à-dire que c'est devenu une telle statue Ozu qu'au Japon, il y a beaucoup d'endroits où on peut lui rendre hommage. Et même ce village de montagne où il a été assistant d'instituteur pendant 1 an a une salle de cours qui lui est dédiée et avec des photos d'époque. Eh bien, ce qui se passe, c'est que lui vit vraiment ce poste d'instit comme une punition. Et ce qui fait, c'est que le soir, et c'est compliqué pour lui parce qu'ils sont en altitude, il descend dans la ville la plus proche voir des films. Pas vraiment de films japonais parce que ça n'intéresse pas, lui qui pourtant est supposé être le plus japonais des cinéastes japonais. Eh bien, il va plutôt voir des films européens ou des films américains, puisqu'à l'époque, et on est dans les années 1920, la Shochiku, qui est son futur studio d'adoption, importe déjà du cinéma européen et américain, puisque les Japonais ont vite compris l'intérêt commercial du cinéma. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il voit beaucoup de films américains. Il va le soir, après les cours, il va voir les films et le lendemain, il les raconte aux gamins. Voilà. Et ça leur permet, puisqu'ils ne se sont pas proches de la culture japonaise, en racontant ces films américains essentiellement qu'ils voient, il apprend aux enfants notre alphabet à nous.
Romanji, on dit en japonais, ABCD, et en évoquant et en racontant le scénario des westerns qu'il a vus et autres. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a été façonné, pétri par le cinéma. Ça, c'est aussi vraiment quelque chose d'intéressant. Quelqu'un qui n'a pas fait d'études, mais finalement son école, ça a été le cinéma en vérité. Et pas le cinéma japonais, ce qui est un peu paradoxal, lui qu'on associe tout de suite au Japon. Tu peux nous parler parce qu'ensuite donc il rentre à la Shoshiku, d'abord assistant, et il va monter jusqu'à devenir cinéaste, enfin réalisateur. Ce que tu racontes dans ton livre, c'est qu'en fait il n'a pas vraiment envie non plus d'être complètement réalisateur, quoi. Il rechigne à passer, peut-être juste sur cette partie-là, et après sur sa partie, disons sur sa vie amoureuse ou enfin voilà le côté peut-être plus intime pour revenir aussi à l'intimité, au quotidien, à ce qu'on peut retrouver dans son cinéma qui est hyper sensible, hyper subtil, enfin qui est très observateur, et à la fois comme tu disais, quelqu'un qui n'a pas fait l'université, et tous ses premiers films, c'est des comédies d'étudiants, et en même temps, ces histoires de mariage que finalement, lui, il n'a jamais connues. Ce qui se passe, c'est qu'au début des années 20, Ozu a donc 20 ans, il fait le désespoir de ses parents, et il faut bien qu'il fasse quelque chose de sa vie. Il ne va pas passer sa vie à aller au cinéma ou à s'adonner à son autre passion qui est boire du saké. Et du coup, voilà, les parents sont un peu désespérés. Il se trouve qu'il a un oncle qui a vendu une portion de terrain à la Shochiku, qui est un grand studio qui a été créé en 1920. Donc je précise que le cinéma japonais, en tout cas au moment où Ozu travaille, est un cinéma de studio en tout point identique à celui qui se pratique à Hollywood, c'est-à-dire ce sont ce qu'on appelle en anglais des majors, c'est-à-dire des gros studios qui ont un système vertical, c'est-à-dire ce sont des studios qui produisent, distribuent, exploitent, et l'argent reste à l'intérieur de la maison. Ce sont des studios qui ont donc une branche distribution et qui ont des salles de cinéma. Et ces studios, donc, envisagent le cinéma de manière industrielle. C'est quoi envisager le cinéma de manière industrielle? C'est le contraire de l'envisager de manière artisanale. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer des films à la chaîne par dizaines et bientôt par centaines chaque mois. Donc ça veut dire qu'il faut engager beaucoup de personnel et que, exactement comme à Hollywood, ces gens sont payés à la fin du mois et sont tenus, que vous soyez comédien, technicien, scénariste ou réalisateur, sont tenus de livrer des films voilà, le plus possible dans l'année. Et donc, le premier studio historiquement de l'histoire du cinéma japonais, c'est la Nikatsu, qui a été créée en 1912, et puis 8 ans après, la Shochiku, donc, parce que c'est une industrie de cinéma qui rapporte tellement d'argent qu'évidemment, on va avoir des studios, mais exactement comme à Hollywood, hein, où il y a Warner, Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer, Fox, etc. Eh bien, au Japon, les studios vont apparaître progressivement. Et pour ça, il faut donc les bâtir et il faut acheter des terrains. Et l'oncle d'Ozu a un terrain qui intéresse à Shochiku. Et c'est là que l'oncle d'Ozu dit aux parents, mais vous savez, ils vont bâtir des studios en fait dans mes champs, et donc est-ce que peut-être que le jeune Yasujiro qui ne fait rien de ses journées à part boire et aller au cinéma, peut-être qu'il peut faire du cinéma pour le coup puisque ça le passionne tant. Sauf que Ozu est plutôt en mode oisif, hein, c'est pas son truc le travail, et donc vraiment encouragé par ses parents, il va passer le concours pour entrer à la Shochiku, puisque tous les studios à l'époque pour y travailler, vous deviez passer un concours, c'était un écrit et un oral. Et à l'oral, donc, et on est en 1923, quand on lui demande quel type de film il aime, il dit moi je connais pas du tout le cinéma japonais, je connais le cinéma européen, le cinéma américain. Et c'est précisément pour cette raison que la Shochiku va le prendre. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en 1923, il y a un des plus grands tremblements de terre de l'histoire de l'humanité. On le voit dans le film Le vent se lève de Hayao Miyazaki. Et donc tous les studios sont détruits. Et ce qui se
passe, alors qu'ils sont là depuis pas très longtemps, et ce qui se passe, il faut tout rebâtir, mais il faut aussi voilà, donner un nouveau souffle au cinéma. C'est le moment où, fin 1923, les femmes sont enfin autorisées à faire du cinéma, enfin à jouer devant la caméra. Et on cherche à embaucher à tour de bras pour voilà, réinventer le cinéma japonais, d'autant que depuis quelques années maintenant, le cinéma est devenu long métrage et non plus court métrage. Et donc, ce qui se passe, c'est que Ozu, il entre voilà, à la Shoshiku et on lui demande à quel poste il veut travailler, où est-ce qu'il veut être, et il dit qu'il veut être assistant caméra parce qu'il a compris, mais ça, il le verbalise lui-même très bien dans une interview, que en étant assistant caméra, une fois qu'il a rempli le chargeur avec les bobines, enfin avec le film, avec la pellicule, et qu'il a amené la caméra sur le plateau, il peut aller voir des coups en fait. C'est ce qu'il raconte. Donc voilà, et ça lui va. Et puis, ben, le problème est que quand vous travaillez pour un studio, vous devez être promu, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester au même poste toute votre vie, donc vous passez de assistant caméra, enfin deuxième assistant, puis premier, puis vous devenez chef opérateur. Lui va changer de département, il va préférer passer à la réalisation, et c'est là que finalement en 1927, on lui propose de faire son premier film. Et donc et là on en revient à sa vie intime, c'est qu'à partir du moment où il touche ses premiers salaires, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Ben, toujours la même chose, il va voir des films, il boit, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a comme c'est un éternel célibataire, il a un très grand sens de l'amitié et il aime aller boire avec ses copains. Donc, qui sont ses copains à l'époque? Son meilleur ami, c'est un cinéaste qui s'appelle Hiroshi Shimizu, mais il fréquente aussi Kenji Mizoguchi, qui lui travaille pour le studio concurrent, la Nikatsu. Donc, ils sont concurrents, mais en fait, en vérité, très amis dans la vie. Il fréquente aussi un peu Mikio Naruse. Et ces gens, le soir, vont boire des coups dans les fameux bars, hein, par exemple de Golden Guy dans le quartier de Shinjuku à Tokyo. Et ça discute très tard de projets, de filles, de films, etc. Donc c'est peut-être une des choses à laquelle j'étais attaché dans ce livre. C'est que vraiment, on a l'image. Vous savez, il y a déjà 6 livres en français sur Ozu dans librairie. Mais oui, je les ai lus forcément. Et je trouve que ces 6 livres, et c'est sans critiquer le travail des collègues, hein, que j'adore, mais peuvent parfois rendre Yasujiro Ozu, en tout cas son travail, un peu intimidant. Et moi, je me suis rendu compte en enseignant, parce que j'enseigne à l'université, le cours sur le cinéma japonais, il est à destination des L2, ils ont donc 19 ans, et je vois que Ozu, ils adorent. Ozu, ils adorent, mais vraiment, immédiatement. C'est tellement formaliste, tellement visuel, qu'ils adhèrent tout de suite. Et je me suis rendu compte que non, Ozu n'était pas du tout un cinéaste intimidant, tel que les multiples livres d'analyse nous laissent entendre. C'est-à-dire que, comme si le cinéma d'Ozu était un rébus géant, mais pas du tout en vérité. Les films d'Ozu n'ont pas été faits pour ça. Les films d'Ozu étaient de gros succès publics. On allait les voir en famille le dimanche après-midi. C'était un cinéaste très identifié. Alors je précise qu'il a beaucoup travaillé à ça. C'est exactement comme Alfred Hitchcock. Il a beaucoup travaillé à ce que son personnage soit identifié en étant extrêmement looké, en apparaissant dans toutes les mondanités, en se faisant prendre en photo, etc. Au point qu'il fera lui-même, d'ailleurs, il apparaîtra dans des publicités pour un frigidaire. Enfin voilà, il était en tant que cinéaste, en tant que personne, était devenu un personnage. Et donc c'était vraiment un cinéaste populaire. C'était pas du tout un cinéaste opaque ou un cinéaste à déchiffrer, comme les livres déjà en librairie. Moi, j'ai vraiment voulu, avec le mien, montrer à quel point d'abord son cinéma est très accessible et puis que lui-même était vraiment du côté de la vie et du côté du plaisir. Il n'est pas du côté de la soustraction, il est plutôt du côté de l'addition, c'est-à-dire que il sort tous les soirs, il a table ouverte, il invite ses amis en permanence, donc il est constamment endetté. Il est tellement endetté qu'en 1930, il tourne 8 longs métrages. Qui fait ça aujourd'hui? 8 longs métrages sur la seule année 1930. Donc voilà, mais c'est vraiment quelqu'un qui aimait faire la fête. Je le raconte dans le livre, il était par exemple très très fan de Mistinguett, la chanteuse française. Voilà. Donc, Mistinguett est arrivée, enfin les chansons de Mistinguett sont arrivées au Japon en 1928. Il y a eu 2 énormes hits là-bas, 2 énormes tubes, Valencia et Ça c'est Paris. Je ne vais pas vous les chanter, mais vous connaissez. Voilà. Et Ozu voilà, adorait ça et chantait du Mistinguett en yaourt chez lui. Il avait les vinyles et tout. Donc, il aimait danser. Voilà. Et alors, puisque tu me parles de sa vie intime, il a eu plein de copines. Il a eu plein de copines, Ozu, en vérité.
réalité. Mais il a jamais voulu. Il n'a jamais voulu se marier. Et là, je le cite, il dit je n'ai jamais voulu devenir un canari dans une cage. C'est lui qui parle. Hein, donc. Est-ce que du coup on peut continuer sur cette période justement du première partie, deux choses. La première, ces films sont très inspirés du cinéma américain. C'est même presque pas simplement une influence, mais presque une reproduction en fait que ce soit dans la forme ou dans les sujets. Il y a ça, j'aimerais bien que du coup tu nous en parles. C'est probablement lié à sa cinéphilie, mais quand même justement dans son travail. Et la deuxième, est-ce que c'était si finalement, est-ce que c'était pas quelque chose de tout à fait normal dans le cinéma japonais de l'époque? Il n'y avait rien d'exceptionnel non plus à travailler cette forme-là. Il était vraiment dans cette logique industrielle de major. Donc je dois faire des films et je les fais à la chaîne très rapidement. C'est des films qui sont tournés souvent, ça peut être une semaine, 10 jours. 2 semaines, voilà. Il y a même un de ces films, il s'est passé 10 jours entre le premier jour de tournage et le moment où le film est mis à l'affiche. C'est-à-dire qu'en fait, les films, la logique industrielle était tellement poussée, puisqu'il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, ça nous paraît bizarre, mais quand le cinéma a commencé à devenir long métrage, à devenir populaire, il est devenu très populaire. C'est-à-dire quand on voit les photos, mais que ce soit à Paris, à Tokyo ou à Los Angeles, des files d'attente de gens qui voulaient aller au cinéma à l'époque, c'était monstrueux. Les gens faisaient la queue pendant des heures. Il y a eu un engouement pour le cinématographe qui était assez fou. Et moi, je me mets à la place des premiers cinéastes qui ont fait les premiers longs métrages de l'histoire du cinéma japonais. Et donc, je vais prendre 3-4 exemples. C'est-à-dire Kenji Mizoguchi, Mikio Naruse, Yasujiro Ozu ou Teinosuke Kinugasa, pour ne prendre que ces 4-là. Je prends ceux-là parce que les films sont arrivés en France. Et quand on prend ces cinéastes-là, il devait certainement y avoir quelque chose de très excitant puisque le cinéma japonais restait à inventer. C'est-à-dire que c'est cette première génération qui n'avait pas de modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2023, quand on fait un film, on a bientôt 150 ans d'histoire du cinéma où on peut piocher des motifs, des histoires, des tas de choses. Eux, on est dans les années 20 et avant eux, il y a eu ce qu'on appelle le cinéma primitif, le cinéma des premiers temps, mais il n'y avait pas de long métrage. Et c'est ça qui est passionnant chez, par exemple, Ozu ou Mizoguchi, je vais prendre que ces deux-là, sinon on va y être toute la soirée. Mais donc ce qui est passionnant chez Ozu et Mizoguchi, c'est que ce sont les premiers bonhommes, parce que voilà, c'était quand même une industrie qui se conjuguait au masculin à l'époque, à qui on a mis une caméra entre les mains et qui ont dû inventer les premiers longs métrages de l'histoire du cinéma. Mais ça, c'est vraiment fascinant. Ils n'ont pas eu envie de faire la même chose. Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de modèle, mais ils n'ont pas fait la même chose. Et donc, si je prends ces deux exemples-là, hein, mais il y en a d'autres qui pourraient être comparés, mais tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que Ozu, lui, connaît pas bien le cinéma japonais. Il est féru des films Warner, de Raoul Walsh et de tous les films noirs qu'on connaît, qui étaient donc Joseph von Sternberg ou tous les autres. Et aussi, donc en effet, les comédies, pour le coup, allemandes de Lubitsch, puisque Lubitsch a d'abord fait des cinémas en Allemagne, et puis après, il est parti à Hollywood. Et donc, Ozu va recopier, reproduire, calquer le cinéma européen ou américain qu'il aime. Mais je précise aussi qu'il aime beaucoup Abel Gance ou René Clair. Voilà, il aime vraiment le cinéma qui vient de loin. Et donc, c'est fascinant, comme un film comme, par exemple, Femmes et voyous va d'un pas léger, c'est vraiment à la fois des films d'Ozu et pas vraiment des films d'Ozu. C'est-à-dire qu'il reproduit des choses qu'il a vues dans le cinéma américain. Et pour le coup, c'est un cinéma plein de trucs, c'est-à-dire des ouvertures et fermetures à l'iris, des surimpressions, des mouvements de caméra en veux-tu, en voilà. C'est extrêmement dynamique. Et surtout, ce qui est dingue, c'est que
les gens sont pas, voilà, sont habillés à l'occidental, ils sont habillés en borsalino, en jupette, etc. C'est-à-dire que les gens jouent au golf, boivent du whisky qui n'était pas vraiment encore importé à l'époque, parce que le whisky est arrivé à la toute fin des années 20 au Japon, début des années 30. Et donc, et surtout, j'ai toujours un exemple que j'aime beaucoup, c'est dans Femmes et Voyous, avec Kinuyo Tanaka dans un des rôles féminins principaux. Deux femmes se font la bise. Vous savez qu'au Japon, on ne se fait pas la bise, on ne se touche pas. Deux femmes se font la bise. Et donc ça, il peut pas, ça peut pas être, c'est pas spontané. Il l'a vu dans des films américains, parce que faire la bise, on ne savait pas ce que c'était, enfin, ça n'existait pas. Voilà. Donc, et donc Kinuyo Tanaka fait la bise à sa rivale dans le film. Et d'ailleurs, c'est tellement, comment dire, nouveau, étonnant, à la fois les hold-up, qui n'est pas du tout un truc japonais, et puis se faire la bise, qu'au moment où elles se font la bise, la caméra se décadre. Voilà. Mais elles se font quand même la bise, on le comprend. Et donc Ozu va reproduire comme ça le, le cinéma qu'il aime. Mizoguchi, lui, va faire des choses très différentes. Mizoguchi, lui, va aussi s'inspirer partiellement de littérature occidentale, Maupassant par exemple, mais lui va faire des histoires, pour le coup, très japonaises. Et j'en veux pour exemple que Ozu, à part son tout premier film qu'on ne connaît pas, n'a jamais fait de film en costume. C'est-à-dire n'a jamais fait de film en kimono et n'a jamais fait de film de samouraï. Tout le contraire de Mizoguchi, qui a fait une poignée de films de samouraï pendant la guerre et beaucoup de films d'époque, beaucoup de films qui se passent dans le Japon médiéval. Et Mizoguchi, lui, va inventer sa propre grammaire assez vite, alors que Ozu, lui, il lui faudra toute une vie pour inventer sa propre grammaire. Si on prend Naruse et Kinugasa, c'est exactement pareil. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que c'est vraiment des cinéastes qui ont dû inventer le cinéma japonais. Aujourd'hui, n'importe quel cinéaste japonais emprunte à ses prédécesseurs, ce qui est normal. Hein, voilà. Mais à l'époque, ils se sont chacun trouvés. Et Ozu, dans sa première période, n'est pas le Ozu que l'on connaît, puisque nous, en France, on a découvert sa filmographie par la fin. Et donc, moi, je divise la carrière d'Ozu, enfin, le parcours d'Ozu, son parcours de cinéaste, en 4 grands moments. Et le premier moment, celui que tu évoques, les bouillonnantes années 30, il reproduit le cinéma qu'il aime. Et qu'est-ce qu'il aime? Il aime Lubitsch, von Sternberg, Walsh, etc. Donc on peut vraiment mettre des flèches. Hein, Femmes et Voyous est plus ou moins le remake d'un film avec Clara Bow, qui était une grande vedette du muet, qui était une de ses idoles. Et donc voilà, il va voir ces films-là, il va les voir plusieurs fois, il les refait. Ce que ne fait pas Mizoguchi, par exemple. Et tu vois, c'est intéressant, ça. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me fascine assez parce que si on prend cette première partie et, disons, la deuxième partie, cette première partie où on est dans une forme d'imitation, tout à l'heure, tu parlais de calque, en fait, quoi. Je vais calquer un modèle américain ou européen, et donc dans l'idée quand même de reproduire. Et quand on arrive sur la dernière partie de sa carrière, celle que l'on connaît, où on va dire son style est vraiment bien établi, en même temps là on rentre dans une forme de reproduction aussi, mais qui est plutôt dans la variation, quoi. Finalement, avec des histoires qui sont qui peuvent être assez proches, et un système qui est bien rodé. Et en fait, on est dans des variations, finalement, quoi. Comme si on était, encore une fois, dans une idée de reproduction, mais non plus de reproduire un modèle, mais presque dans le geste artisanal, c'est-à-dire d'arriver au geste le plus parfait, et donc je vais refaire des choses. De la même manière que... tu citais Hitchcock tout à l'heure, enfin il y en a eu d'autres, hein, mais qu'il a fait des remakes de ses propres films aussi, quoi. Cette idée de presque de je reproduis, comme s'il y avait quelque chose on était dans le dédoublement, et en même temps dans cette trajectoire qui pourrait presque être une boucle. C'est très juste. Ozu, c'est le grand cinéaste à la fois du rituel et de la reproduction. Des rituels parce que, on le voit bien dans ses carnets, lui-même, sa vie était faite de petits rituels. Voilà. Boire du saké quand on se réveille, par exemple. Moi, je ne ferai pas ça, mais voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en vérité, cette idée de rituel et de reproduction, c'est-à-dire qu'Ozu, en gros, c'est quelqu'un
qui a mis longtemps avant de trouver ce dont il voulait vraiment parler, c'est-à-dire la famille, hein, c'est au centre de ses films. C'est-à-dire que si on prend Mizoguchi, lui, Mizoguchi, c'est le grand peintre des femmes, les femmes bafouées par la loi des hommes, par la loi de l'argent. Naruse, c'est le couple comme entité impossible. Et Kurosawa, attention, Kurosawa, c'est la génération d'après. Hein. Kurosawa n'a jamais fait de film muet. Kurosawa, lui, c'est le cinéaste du pouvoir, c'est un univers très masculin, c'est le cinéaste de la bagarre. Et donc, pas que, hein, mais voilà, en tout cas, ses films les plus connus. Et donc, Ozu, lui, va se concentrer sur le motif de la famille, mais il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. C'est-à-dire que la deuxième partie de sa carrière, qui démarre en 1933, selon moi, c'est ce qu'on appelle la période Kihachi, K-I-H-A-C-H-I, du nom du personnage de tous les films de l'époque. Kihachi, donc, c'est l'homme du peuple, simple et bon, plein de ressources, constamment amoureux d'une jeune femme, mais qui voilà, doit se débrouiller avec le système D et les circonstances. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en 1929, il y a le grand krach boursier de New York, il va y avoir un effet domino dans le monde entier. Et donc, à partir du début des années 30, le Japon est en déroute. Les paysans ne sont pas contents, les ouvriers ne sont pas contents, et voilà, il n'y a plus rien à manger. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, surprise, ça n'était pas arrivé vraiment avant, mais au début des années 30, le Japon commence à mourir de faim. Et donc, avoir du travail devient un véritable enjeu. Et tout d'un coup, Ozu va s'intéresser à ce qui se passe dans son pays, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Et donc, il démarre la fameuse série Kihachi, qui commence par Cœur capricieux en 1933 et le dernier film Kihachi, où le personnage apparaît, c'est Récit d'un propriétaire en 1947. C'est le même acteur, hein, Takeshi Sakamoto, qui joue le rôle dans toute cette série-là. Et à chaque fois, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une comédie dramatique, ça fait rire et ça fait pleurer, sur voilà, le petit peuple qui essaye de survivre tant bien que mal. Un grand exemple, c'est, alors, soit il en fait des mélodrames, Une auberge à Tokyo, soit il en fait une comédie comme Ghost de Tokyo. Et donc, c'est peut-être à ce moment-là que le thème du rituel, puisqu'on se rend compte que dans tous ces films, il y a des rituels. Le rituel, c'est aller de l'école à la maison, aller du bureau à la maison et vice-versa. C'est de boire du saké avec les amis, c'est de faire des petits jeux de mime façon Harold Lloyd ou Buster Keaton, c'est là que son univers commence à se préciser. C'est au moment où le Japon, dans un premier temps, meurt de faim, et à partir de 1931, le Japon entre en guerre. Et là, Ozu va s'intéresser à ce qui se passe dans son pays, et c'est là où on comprend ce qu'il va faire plus tard, c'est que Ozu pense très sincèrement que pour comprendre un pays, ça ne sert à rien d'aller promener sa caméra ici et là, ça ne sert à rien d'aller dans les rues, etc. Lui, ce qui l'intéresse, c'est filmer les gens, et filmer les familles, et filmer ce qui circule à l'intérieur des familles. Voilà, on comprend tout un pays, on comprend toute une société, simplement en observant comment les parents parlent aux enfants, les enfants parlent aux parents, etc. Comment on vit dans un foyer. Ça, Ozu commence à s'intéresser à ça dans les années 30, sauf que, pas de bol pour lui, donc en 31, le Japon se militarise, se fascise et va s'illustrer dans des guerres de conquête assez violentes où tout d'un coup le Japon va décider d'aller envahir, parce que le pays meurt de faim, d'aller envahir les pays asiatiques voisins, voilà, pour notamment prendre les ressources minérales et autres, hein, voilà, céréalières et autres. Et donc c'est comme ça que le Japon va envahir de nombreux pays, dont la Chine, cette partie qui s'appelait la Mandchourie, que les Japonais vont rebaptiser le Manchukuo, et ils vont planter le drapeau japonais. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la Seconde Guerre mondiale, que mes amis japonais appellent la guerre de 15 ans. Nous, on l'appelle la Seconde Guerre mondiale, on la date de 39 à 45. Au Japon, c'est 31 à 45. D'abord des guerres de conquête. En 37, la Grande Guerre contre la Chine. Et en 39, le Japon va s'allier avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. La guerre du Pacifique en 41-42 et puis la fin de la guerre en 45. Donc ça a été 15 années extrêmement douloureuses. Pourquoi je parle de ça? Puisqu'on parle de la vie privée de Ozu. Ozu va, en 37, être appelé sous les drapeaux. Ça, c'est quelque chose de très cruel. C'est que n'étaient pas appelés sous les drapeaux les cinéastes qui faisaient les plus gros chiffres au box-office. Vous imaginez l'enjeu quand on fait un film. Et Ozu, ses films marchent, mais c'est pas non plus délirant, et il est appelé sous les drapeaux. Il est officier, il est en charge des armes chimiques. Il a subi une formation pour manier les gaz chimiques, et Ozu va
et ça aussi, ça fait hurler les fans d'Ozu en France quand je dis ça, mais c'est dans les carnets pourtant, hein. Ozu va faire la guerre et Ozu va tuer beaucoup de gens. Ozu a tué des gens. Ozu a gazé des villages chinois entiers. Voilà. Et donc, mais je précise qu'il n'avait pas le choix. Voilà, c'était la guerre. Voilà, c'est pas un psychopathe, non, non. Et donc, et Ozu va être évidemment profondément marqué par cette étape. Alors, c'est un des chapitres de sa vie les plus commentés, relayés, relatés dans ses carnets. Si vous prenez les années 37, 38, 39, il avait que ça à faire, hein, de raconter les marches forcées, les marches nocturnes, les invasions de villages, enfin. Et lui est vraiment, vraiment, vraiment traumatisé, d'autant que avec lui, dans son contingent, il y a d'autres gens de cinéma. Il y a des acteurs qu'il a fait tourner, il y a des cinéastes qui sont ses amis, comme Sadao Yamanaka qui va mourir sous ses yeux sur le front. Donc l'expérience de la guerre, quand il revient au Japon en 1940, va vraiment, vraiment le changer, d'autant que très vite, il repart, puisque les Américains sont entrés dans la danse. Il repart cette fois-ci à Singapour, mais là pour faire du cinéma de propagande. Il est assez malin d'ailleurs. On lui commande des films de propagande qui finissent jamais. C'est très drôle. Il commence et puis il dit oui, oui, on continuera la semaine prochaine. Et donc c'est vraiment une période très compliquée, les années 40 pour Ozu. Finalement, il rentre au Japon en 46, sauf que son cinéma, là, le cinéma entre dans la troisième période, c'est vraiment un cinéma où la mort est partout. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que Ozu déclare pendant la guerre, ah oui, quelque chose d'intéressant, d'assez passionnant, c'est qu'Ozu, du fait de son statut de cinéaste, avait demandé à partir sur le front avec certes sa carabine et sa machine à gazer les gens, mais aussi avec un appareil photo. Et Ozu a fait 1400 photos de guerre. Voilà. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont, mais on espère les retrouver. Mais Ozu a fait 1400 photos sur le front. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand il revient de la guerre, on attend de lui, et d'ailleurs, il l'annonce, qu'il fasse un film sur cette expérience-là. On lui dit, voilà, il faut que vous nous racontiez ça. Et Sarah lui dit, oui, je vais faire un film là-dessus. Puis en fait, il se rend compte que non, c'est au-dessus de ses forces, il veut plus jamais évoquer. Il dit, c'est infilmable, on ne peut pas raconter la guerre, c'est pas possible. Le cinéma n'y arrivera pas. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que donc, le premier film qu'il fait en revenant au Japon en 1946, le film qui tourne l'année d'après, c'est donc Récit d'un propriétaire, qui est son premier film d'après-guerre. Et c'est vraiment intéressant que c'est un film qui fait le grand écart entre ses années muettes et ses années parlantes. Parce que je trouve très touchant dans Récit d'un propriétaire, qui est son dernier film Kihachi, hein, c'est ses adieux au personnage de Kihachi. Alors ici, Kihachi est représenté par l'actrice principale, qui est une grande star du muet, Choko Iida. Petite parenthèse, Choko Iida, qui a fait 19 films avec Ozu et qui est la dame principale du Récit d'un propriétaire, il l'a rencontrée comment ? Attention, ça va choquer beaucoup de gens, c'était l'hôtesse qui l'accueillait dans le bordel et qui notait la fille avec qui il voulait aller en fait. Il l'a trouvée tellement truculente qu'il lui a dit, vous allez faire du cinéma. Et donc Choko Iida tourne 19 films avec lui, alors qu'elle était donc hôtesse de la maison de geisha où elle travaillait. Et en fait, à partir de 47, c'est le dernier film Kihachi, et puis c'est des films plutôt... Enfin, pour moi, la troisième période, c'est les deux films qui tournent pendant la guerre, au moment où il rentre de Chine et avant de partir à Singapour, c'est-à-dire qu'il était un père et les frères et sœurs Toda. Et puis les deux films qui tournent en venant de la guerre et avant d'entamer sa glorieuse et grande dernière période, c'est-à-dire c'est Récit d'un propriétaire et Une femme dans le vent, que vous montrez, je crois, dans les deux cas, voilà. Et voilà, qui sont des films où il se cherche encore, mais où, encore une fois, la guerre est partout. Excusez-moi, j'ai pas terminé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne fera pas de film de guerre, mais la guerre est convoquée dorénavant dans tous ses films. Et la mort est partout. Et la mort, c'est quoi chez Ozu ? Ce n'est pas la filmer, mais c'est toujours l'évocation dans les dialogues ou dans les décors d'un membre de la famille qui a disparu. C'est souvent un mari ou un fils qui est mort sur le front. Ça revient très souvent dans les dialogues. Il y a souvent un portrait, j'allais dire sur la cheminée, mais un portrait quelque part dans la maison d'un garçon ou d'un homme mort à la guerre. Voilà. Et puis donc, en 49 commence la période où il aligne plus que des chefs-d'œuvre. Et là, on en vient à ce que tu disais, cette idée qui va reproduire encore et encore. Donc voilà, 49, c'est Printemps tardif. Et en fait, ce qui va
vraiment, je pense, faire en sorte qu'il va enfin se trouver pour toujours. Il va devenir Yasujiro Ozu. C'est deux choses. C'est la rencontre avec l'actrice Setsuko Hara, énorme star, vraiment énorme star, mais bannie après-guerre parce qu'elle a fait trop de films de propagande et surtout, Setsuko Hara a été envoyée par les Japonais en Allemagne pour rencontrer Goebbels. Hein. Donc voilà, ça c'est au lendemain de la guerre, sous l'occupation américaine, c'est très très mal vu. Donc elle est mise au placard, Setsuko Hara, pendant un temps, et c'est un peu Ozu qui va la réactiver, notamment avec Printemps tardif. Elle devient vraiment l'actrice de sa vie. Et d'ailleurs, il lui donne souvent le même prénom dans les films. Elle s'appelle Noriko dans la plupart des films. Et donc Ozu est tout à fait fasciné par cette actrice absolument incroyable. Et ensuite, Ozu achève de décider de ne parler que de la famille. Voilà, à partir de Printemps tardif, ça ne parle vraiment que de ça, mais de la famille comme à la fois miroir et chambre d'écho d'un pays qui a subi le pire et qui est en train de muter. Et ça, Ozu dit, ben, on va le raconter, mais en ne filmant que les familles. Voilà. C'est fou parce que d'autres cinéastes, ben, quand Mizoguchi fait Les Femmes de la Nuit en 1948, il sort dans les rues et il montre Tokyo détruite, il montre les gravats, il montre les prostituées dans la rue, il montre le racket, il montre les bons d'alimentation, etc. Ça, Ozu aurait pu le faire, Ozu ne le fait pas. C'est-à-dire que Ozu, à partir de 1949, devient un cinéaste d'intérieur. Je précise que ces intérieurs sont construits sur les plateaux de la Shochiku, hein, c'est du décor, et va se concentrer sur deux choses, c'est-à-dire qu'à la fois le motif de la famille comme révélateur des changements sociétaux de son pays, hein, la famille qui raconte le pays, et puis surtout il va simplifier et se trouver enfin en tant que metteur en scène. Tout ça vraiment s'accélère après la guerre. Mais vraiment, la guerre a eu ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi, va vraiment avoir une incidence absolument fondamentale, mais même dans un film comme Dans Voyage à Tokyo, hein, où Setsuko Hara, c'est une veuve de guerre dans le film. Et donc, et c'est là que sa mise en scène se précise, c'est-à-dire la caméra va de moins en moins bouger. Elle bouge une dernière fois dans Printemps précoce et après elle ne bouge plus. Hein, donc Ozu dit. Alors, ce qui est drôle, c'est que Mizoguchi, lui, son grand copain, fait tout le contraire. Mizoguchi, la caméra, elle est tout le temps sur grue, c'est que des plans séquences absolument prodigieux, c'est stupéfiant. Ozu, il se retrouve le soir pour boire. Je précise que quand Mizoguchi est mort prématurément, qui a prononcé l'éloge funèbre, c'est Ozu. Hein, donc, et donc, ce qui se passe, c'est que Mizoguchi, lui, fait du cinéma un peu opératique, du cinéma mélodramatique, un peu grandiloquent, mais absolument sublime, du cinéma en costume. Ozu lui fait tout le contraire et donc décide, au contraire de Mizoguchi, de ne plus bouger la caméra. À quoi bon bouger la caméra? Ça, voilà, Ozu trouve que c'est une coquetterie. Et surtout va préciser de plus en plus sa vision géométrique du monde. C'est là vraiment qu'il devient un cinéaste formaliste en ce sens où son cinéma n'est plus fait que de diagonales, de parallèles, d'horizons, de trains qui coupent l'écran en deux, comme dans plein de films, notamment dans Voyage à Tokyo, et de cercles aussi, hein, des cercles qu'on en voit dans Bonjour, où il y a des hula-hoops qui sont posés sur les murs, etc. C'est vraiment, encore une fois, une vision quasi mathématicienne du monde. C'est comme si quelqu'un traçait avec une équerre ou une règle, voilà, des lignes. C'est un cinéaste de lignes, Ozu. Et donc, c'est ça qui caractérise sa mise en scène. La caméra ne bouge pas, la vision du monde est géométrique, la caméra est posée par terre. Ça, c'est une idée assez stupéfiante. On se dit, mais oui, elle est posée par terre parce qu'il a la flemme de la faire déplacer. Je sais pas quoi. Non, il la pose par terre de manière, puisque la famille l'obsède, voilà, c'est-à-dire que, tout à fait, c'est-à-dire qu'une caméra posée par terre, surtout dans les années 40-50, évidemment, vous pouvez imaginer, ça déforme toutes les perspectives et le visage des comédiens. Donc pour ça, c'est un des rares cas Ozu d'un cinéaste qui va faire construire, qui va faire inventer une caméra par son chef opérateur, un très grand ingénieur, et qui va lui faire inventer une caméra avec des focales qui ne déforment pas le visage des comédiens ni le décor quand elle est posée par terre. Mais alors pourquoi poser la caméra par terre? Mais c'est tout simplement parce qu'au Japon,
En tout cas à l'époque, quand on dîne, hein, la table elle est basse, elle est par terre et on est à genoux autour de la table. Et donc on a vraiment l'impression, avec cette caméra posée par terre, d'être un membre de la famille, d'être avec cette famille-là. Jean Douché a eu, le grand critique Jean Douché a eu voilà, une phrase assez un peu inexacte mais très juste. Il dit la caméra est à la place du chien. Sauf que bon, il n'y a pas de chien dans les foyers japonais à l'époque, en tout cas pas en intérieur. Et donc cette idée que bah, dorénavant, je trouve ça fascinant parce qu'il n'y a que lui qui a fait ça. Tous les films d'Ozu sont filmés en légère contre-plongée. Voilà, c'est-à-dire que Mizoguchi, lui, la caméra est toujours en hauteur, elle bouge, etc. Il y a du vent dans les arbres, etc. Kurosawa, c'est le grand cinéaste du montage, les plans sont courts, ça va à toute vitesse, etc. Naruse, lui, est un grand partisan de la mise en scène invisible. Hein. Naruse dit, mais moi, ce que font Ozu, Mizoguchi, ça m'intéresse pas. Un grand metteur en scène est un metteur en scène dont la mise en scène ne se voit pas. Ozu et Mizoguchi, la mise en scène se voit tout le temps. Et donc, l'idée, c'est que bah, la caméra bouge pas, le monde n'est fait que de motifs géométriques. Elle est posée par terre et surtout il fait ce truc totalement dingue, mais on voit bien que c'est quelqu'un qui a participé à inventer une façon de faire du cinéma. C'est que les comédiens échangent en chant contre chant. Bon, c'est un truc que tout le monde fait à l'époque, sauf que les comédiens regardent la caméra. C'est très étonnant. Les comédiens regardent la caméra, on a l'impression d'être regardé. Alors, c'est interdit de regarder la caméra au cinéma, ça nous fait sortir du film. Mais lui donne une direction tellement précise qu'il nous regarde sans nous regarder. Ça, c'est quelque chose voilà, qu'aucun cinéaste n'a réussi à reproduire, je précise. Hein. Tout le monde a essayé, mais personne n'y arrive. Moi, chaque année, j'ai des étudiants qui me disent si, nous, on va y arriver dans notre court-métrage. Mais ils n'y arrivent pas, voilà. Et donc, et du coup, voilà. C'est ça, en fait, parce que presque, on pourrait se dire, ouais, Ozu, ça a l'air facile, mais en fait, c'est inimitable. Pour le coup, lui qui a commencé par imiter, en fait, son cinéma, à l'arrivée, on ne peut pas le reproduire. C'est ça, mais c'est ça qui le rend génial, c'est que, enfin, cela dit, Mizoguchi, c'est très dur à reproduire aussi, mais Ozu, voilà, a fait un cinéma presque, je dirais presque sans héritier. Il y en a qui se revendiquent de lui, mais plus dans les thématiques ou dans l'atmosphère, mais dans la forme, puisque Ozu donc est un grand cinéaste, encore une fois formaliste. C'est très dur à reproduire. Et pour le coup, et je l'ai fait pour le livre, quand on se penche sur sa façon de travailler, on se rend compte qu'il travaillait vraiment, mais comme un scientifique. C'est-à-dire que il se trouve que les deux petits-enfants du film Bonjour, qui est un film de 1959, sont toujours parmi nous, mais aussi la plupart de ces actrices des années 50-60 sont toujours parmi nous. Et donc, dans tous les témoignages que j'ai pu soit recueillir, soit retrouver, tous disent la même chose. Ozu ne faisait pas moins de 40 prises. Voilà. Et c'est ça aussi que j'ai découvert en faisant le livre, c'est que c'était un chorégraphe en fait. C'était vraiment un chorégraphe. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, dans Été précoce, Setsuko Hara et l'autre actrice qui s'appelle Shigeru Washima marcher sur la plage et elles marchent exactement de la même façon, elles ont les doigts posés de la même façon, etc. Je me suis dit c'est pas possible. Elles ont été dirigées pour ça. Et donc j'ai retrouvé Setsuko Hara a donné assez peu d'interviews, mais l'autre actrice qui était dans beaucoup de films, qui s'appelle Shikage Awashima, elle raconte que c'était 40 prises et que le moindre battement de cils, en fait, était contrôlé par lui. La moindre position du petit doigt était contrôlée par lui. Et par ailleurs, stupéfaction, mais on aurait pu s'en douter, Ozu faisait toutes ses prises avec un chronomètre dans la main. Oui, voilà. Justement, je voulais que tu me parles du chronomètre. Ça, c'est quelque chose de... Je ne connais pas de cinéastes qui font ça. C'est comme si ces films étaient une sorte de formule mathématique, je ne sais pas. Mais le fait est qu'il avait vraiment le film dans sa tête. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est passionnant, c'est qu'on sait que sur ces plateaux, ça rigolait pas. C'était vraiment un tyran. Mais le soir, ça rigolait beaucoup. Voilà, quand on se retrouvait au bistrot. Et donc, ça rigolait pas parce qu'il avait cette obsession du chronomètre et cette obsession de la gestuelle. C'est pour ça que moi, je l'envisage aussi comme un chorégraphe. Il faut voir comment les gens se déplacent dans ces décors. On sent bien qu'il a une vision de danseur ou de chorégraphe. Et sur le chronomètre, bah, il a une vision du temps, parce que ça, c'est ce qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que Ozu, c'est le grand cinéaste du temps qui passe. Filmer le temps qui passe, tous les grands cinéastes de l'histoire du cinéma ont essayé, parce que c'est très compliqué, voilà, très très compliqué. Comment on signifie que le temps passe? Il y a des tas de façons, hein. Mais Ozu, c'est le cinéaste du temps qui passe, et c'est assez obsessionnel chez lui, d'où son usage du chronomètre. Alors, je ne saurais pas en dire plus, mais ces films étaient
très très découpés. Les storyboards de ces derniers en tout cas existent, hein, et le minutage était décidé très en amont en vérité, hein. Donc en fait, une fois, c'est comme Hitchcock, autre grand cinéaste formaliste, autre grand génie, tout était très préparé en amont. Après, sur le tournage, il n'y avait plus qu'à. Sauf que lui, il n'y avait plus qu'à, c'était 40 prises. Et il se trouve que les deux petits-enfants du film Bonjour sont sur les réseaux sociaux, je les ai contactés. Et en fait, eux étaient épargnés de leur jeune âge, il arrêtait à la 30e prise. Voilà. Donc, Est-ce que, enfin, vous avez des questions que je vous passe le micro. Est-ce que oui. Dites, j'ai vu là dernièrement le film Récit d'un propriétaire, qui est très bien, mais pourquoi ce titre? Ça, je t'entends tous les soirs cette question, mais c'est une très bonne question. Alors, c'est le titre en effet, mais le film a un sous-titre. Et par bonheur, Carlotta Film l'a gardé, parce que Carlotta Film fait très bien son travail. Le film est sous-titré Chronique des gens ordinaires, ce qui est plus ça le titre en fait. Chronique des gens ordinaires. Alors après, il y a des tas de titres français dans l'histoire du cinéma qui peuvent être très mystérieux. Pourquoi The Deer Hunter s'appelle Voyage au bout de l'enfer? Pourquoi Du Nord au Nord-Ouest s'appelle La mort aux trousses? Voilà, qui sont par ailleurs d'excellents titres, hein. Mais Le goût du saké, voilà, Danne Caprice, ça s'appelait pas du tout Danne Caprice en japonais. En vérité, la plupart des films d'Ozu, Ghost of Tokyo s'appellent tout sauf Ghost of Tokyo en japonais. Donc voilà, il y a parfois des libertés, mais après moi, je comprends très bien, hein, je me mets à la place du distributeur, il faut trouver un bon titre français. Voilà. Et un bon titre français n'est pas forcément la traduction du titre original, hein. Donc voilà, moi je suis pour que les gens aillent acheter leur ticket, et pour que les gens achètent leur ticket, il faut que, voilà, que le titre soit bon. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, quand j'évoquais la troisième période de la carrière d'Ozu, Récit d'un propriétaire, pour moi, c'est un film fondamental, parce qu'il fait le grand écart entre le cinéma muet et le cinéma parlant, entre le monde d'autrefois et le monde de demain, entre le monde en paix et le monde en guerre. Mais moi, ce que je trouve le plus touchant dans Récit d'un propriétaire, c'est que Ozu fait du parlant depuis pas très longtemps, parce qu'il a vraiment résisté à beaucoup de progrès techniques. C'est que ce que je trouve touchant, c'est que dans Récit d'un propriétaire, il y a un long passage où tout le monde chante. Et ça, que tout le monde chante dans un film de 47, c'est pas anodin, parce que tout le monde chantait dans le cinéma de propagande des années 40, mais des chants militaristes, des chants nationalistes, des chants à la gloire de l'empereur, à la gloire du drapeau, à la gloire du pays. Et donc, et ça, Ozu rétablit ça, et dit, allez, maintenant, on va chanter au cinéma, mais ça va être des chansons juste sur le plaisir d'être ensemble et de boire des coups ensemble. Et ça, je trouve ça très très beau dans Récit d'un propriétaire. Une autre question? Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle qu'il a eu pour encourager son actrice, Kinuyo Tanaka, alors que Mizoguchi, au contraire, alors qu'il lui faisait des films qui parlaient des femmes, beaucoup, et il lui a mis, le moins qu'on puisse dire, des bâtons dans les roues, alors qu'Ozu l'a, au contraire, encouragé à passer à la réalisation. Oui, alors, donc petite précision, mais très bonne question. Kinuyo Tanaka a été alors, elle est contemporaine d'Ozu, hein. Elle a fait son premier film en 1900. Elle a intégré la Shochiku en 1924, Ozu en 1923. Donc, ils sont vraiment contemporains l'un de l'autre, et ils ont fait 7 ou 8 films muets ensemble. Et donc, c'était de vrais camarades dans la vie, de vrais complices, de vrais amis. Sauf qu'après-guerre, Kinuyo Tanaka devient l'actrice fétiche de Kenji Mizoguchi, voilà, qu'il a dirige dans 16 films. Et dans ces 16 films, ou presque dans les 16 films, Kinuyo Tanaka n'a cessé d'être la femme bafouée, la femme humiliée, la femme abandonnée, la femme assassinée, la femme qui se prostitue, etc. Puisque Mizoguchi, en tant que grand peintre des femmes et en tant que personne qui souhaite dénoncer le sort que son pays fait aux femmes, voilà, n'a cessé de décliner cette thématique, de dire que le Japon est un pays patriarcal qui envisage les femmes comme
des citoyens de deuxième catégorie en vérité, et qui les traite très mal. Et donc, ça peut être très surprenant que quand Kinuyo Tanaka, grande star du muet, puis star du parlant, veut devenir la première femme cinéaste après-guerre, que Mizoguchi s'y oppose à ce point, puisque ça a été le grand twist, la grande surprise de voir que Mizoguchi a tout fait. Quand je dis a tout fait, il a décroché son téléphone pour appeler techniciens et comédiens pour dire si vous participez au film de cette fille, voilà, je vous êtes grillé dans le milieu, soyez assurés que vous serez grillé dans le milieu du cinéma. Et donc, elle va, Tanaka, donc déjà être très surprise par cette réaction de Mizoguchi, mais voilà, voilà, l'être humain est complexe, c'est qu'on ne connaît pas les raisons. On sait qu'il y a eu une brouille. Mizoguchi et Kinuyo Tanaka sont venus passer un séjour à Paris en 1953. Il y a des photos. Et qu'il s'est passé quelque chose à Paris. Quand ils sont rentrés, ils s'étaient fâchés. Voilà. Bon. Et le fait est que quand Kinuyo Tanaka est devenue cinéaste, il a cessé, alors qu'elle était quasiment sa seule actrice. Hein. Il a cessé de la diriger dans ses films dont elle avait le rôle principal. Il l'a remplacée par une autre actrice qui s'appelle Machiko Kiyo, qui est tout aussi géniale. Et donc, du coup, comme l'industrie du cinéma japonais, encore une fois, 100% masculine, était stupéfait, enfin, ne savait pas comment aborder cette femme très célèbre qui voulait devenir du cinéma. On a pu découvrir les 6 films en 2022 grâce à Carlotta Film. Et donc, quand Mizoguchi, quand l'industrie du cinéma a découvert qu'elle voulait être cinéaste, pour eux, une femme n'était pas cinéaste. Et finalement, Mizoguchi va clore le débat en disant, écoutez, moi j'ai fait plein de films avec elle, je la connais, elle n'a pas assez de cervelle pour diriger un film. Voilà. Et c'est là que on en revient à Ozu. Ozu va, ainsi que Mikio Naruse, vont être des soutiens de dernière minute assez inattendus, mais parce que Ozu a toujours eu des rapports de grande camaraderie avec Tanaka. Ils sont très complices, ils se sont connus au même moment, enfin ils sont arrivés à peu près au même moment à la Shochiku, et c'était vraiment des collègues de travail en vérité. Et lui n'avait aucune opposition à ce qu'elle devienne cinéaste, et non seulement l'a encouragée, a écrit un mot public pour dire elle est tout à fait capable de faire des films. Moi aussi j'ai dirigé, il n'y a pas que Mizoguchi, donc elle peut faire des films. Et puis par ailleurs va lui offrir un scénario qu'il a écrit, La Lune s'est levée en 55, qui est un film de Kinuyo Tanaka mais écrit par Yasujiro Ozu. Donc voilà, il y avait une vraie complicité entre les deux. D'ailleurs je consacre 2 pages à cette complicité dans le livre. Nous sommes ici ce soir parce qu'on a restauré des films d'Ozu. Il y a la restauration pose le problème de la résurrection, de la censure également. Souvent, quand on restaure des films, on ressuscite des choses qui ont été coupées dans le passé. Alors, est-ce que Ozu a eu affaire à la censure, même si ces films, c'était des succès publics, donc... Mais est-ce qu'il a dû composer avec ça parce qu'il y a la guerre, il y a une vision de la société qui est peut-être pas celle des gens qui financent ces films? Et puis comment s'est déroulée cette restauration? Il y a des films en noir et blanc, en couleur. Qui l'a fait? Comment ça s'est fait? Merci. Alors c'est beaucoup de questions, mais je vais répondre vite. Il y a en effet Ozu, donc pendant la guerre, il est comme tout le monde, soit il va faire la guerre, soit il fait du cinéma de propagande. Quand il revient de Chine, après ces 3 années particulièrement éprouvantes, quand il revient de Chine par bateau avec tous ses collègues Troufion, et ses photos qu'il a faites, eh bien, il a pour projet de mettre en scène un scénario qu'il a écrit en 1937 qui s'appelle Le goût du ryothe vert. Le goût du ryothe vert, un film qui se passe dans la bourgeoisie tokyoïte, où on va au cinéma, on boit des drinks, on va dans les onsen, vous savez, les fontaines, les bains d'eau chaude naturelle, on va voir du sport, on a possiblement une maîtresse, enfin c'est la belle vie. Et le gouvernement militariste de l'époque, qui, je le rappelle, contrôlait absolument tous les films qui se tournaient, la pellicule était rationnée, ce qui est très curieux, très intéressant dans le cinéma japonais des années 40, c'est qu'il n'y a quasiment pas de générique et les films durent 1h15 tout au plus. Parce que la pellicule était rationnée, l'argent devait aller dans les armes.
et dans la conquête. Et donc, quand il écrit Le goût du riz au thé vert, avec des gens qui parlent de tout sauf de guerre, et qui passent leur temps à profiter des petits plaisirs de la vie, comme Ozu dans sa vie à lui, le gouvernement va censurer ce projet. Il va dire, vous ne tournez pas ça, qu'est-ce qui vous prend? L'heure n'est pas au plaisir, monsieur. Voilà. Et donc, le scénario du goût du riz au thé vert est rangé dans un tiroir et sera exhumé en 1952, où il pourra enfin faire le film. Et là, pour le coup, dans ce film, on chante, on va voir des films américains, on va au baseball, on fait plein de choses amusantes. Et donc, voilà. Et ça, c'est une petite revanche de sa part. Plus intéressant est le cas de Il était un père, qui est projeté, il me semble, ou qui a été projeté, voilà, un film de 1942, dont on découvre la version complète grâce à Carlotta Film depuis cette année, puisqu'il se trouve que Il était un père était envisagé à l'origine comme un film propagande comme les autres, et c'est un film à la gloire de l'autorité et de la figure patriarcale. Et donc, la version originale de Il était un père, celle qu'on peut enfin voir aujourd'hui, qu'on ne connaît que depuis quelques semaines que Carlotta l'a sortie, cette version longue d'Il était un père est plus ouvertement pro-militariste, mais encore une fois, Ozu n'avait pas le choix. Et donc, il y a toute une scène qu'on a retrouvée où Shishu Ryu, qui est le grand acteur des films d'Ozu, qui a joué dans 53 sur ses 54 films, chante c'est très curieux comme scène, on se demande pourquoi, qu'est-ce que ça fait là, mais lors d'une réunion entre amis, il chante un chant patriote. Voilà. Le front est régulièrement évoqué dans les dialogues. Et à la fin du film, il y a une scène de départ dans une gare et on voit des troufions qui partent faire la guerre et on entend des chants militaires. Bien, figurez-vous que tout ça avait été coupé par l'occupant américain au lendemain de la guerre. Je rappelle que le Japon a été occupé par ce qu'on appelle officiellement les forces d'occupation américaines de 1945 à 1952 et qui vont donc foutre à la poubelle, littéralement, ils ont mis à la benne tout le cinéma de propagande japonais tourné pendant la guerre, sauf que les Américains vont tomber sur Il était un père et vont se dire c'est vachement bien en fait. C'est pas un film avec des militaires, c'est pas un film sur l'armée, c'est pas un film à la gloire du drapeau, c'est pas un film à la gloire de l'empereur. C'est une belle histoire sur la filiation, voilà, un drame entre un père et son fils. Et le gouvernement américain va donc faire lui-même des coupes, voilà. Et jusqu'à tout récemment, on n'avait que la version tronquée. C'est-à-dire que la version actuellement éditée par Carlotta Film, c'est la version tronquée, mais par bonheur, j'apprends que la version complète va être à nouveau éditée en Blu-ray. Ça, il faudra vous la procurer. Et donc, l'idée, c'est que dans la version longue, le film prend un tout autre sens. Et on voit les ajouts. On voit d'ailleurs que la restauration montre que c'est un peu abîmé. Alors, comment cette version longue a été retrouvée? Mais c'est simplement que le Japon ayant occupé la Chine dans les années 40, quand les Soviétiques vont libérer le Japon, vont libérer la Chine, excusez-moi, lapsus. Quand les Soviétiques vont chasser les Japonais de la Chine, ils vont trouver le cinéma de propagande qui était japonais, qui était également projeté en Chine. Et donc récemment, on a retrouvé dans les archives russes cette fameuse copie qui a servi à faire la réédition de Carlotta, cette fameuse copie complète qui avait été saisie par les Russes au moment où ils ont libéré la Chine, en fait. Donc cette copie était au fin fond des archives russes et on s'est rendu compte que le métrage était plus long que la copie qu'on connaissait. Et là, on a compris qu'on avait retrouvé la version intégrale de Il était un père. Voilà. Donc ça, c'est deux exemples de censure. Après, sur la restauration en elle-même, eh bien, elle est souvent dirigée par les studios eux-mêmes. C'est-à-dire que ce qui est passionnant, c'est que la majorité des grands studios
japonais qui ont fait le cinéma japonais, qui ont fait l'histoire du cinéma japonais, sont encore en activité. Je précise que le cinéma a cette particularité d'être la seule industrie moderne qui est encore pratiquée par ceux qui l'ont vu naître. C'est-à-dire que Gaumont et Pathé étaient là aux origines du cinéma, Warner, Paramount, etc. ont vu le cinéma arriver, et ces sociétés sont encore là. Je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent dans d'autres industries modernes, où les gens qui étaient là quand ça a été inventé, sont encore là aujourd'hui, font la même chose en 2023. Et bien donc, Shoshiku, Nikatsu sont toujours là. Ce sont parfois les mêmes familles. Toho, alors Daiei n'est plus là, Daiei a fait faillite, mais Toho, Toei sont encore là, et donc ils ont du matériel. Parfois il faut insister, je sais que c'est le travail de distributeurs, insister pour qu'ils exhument ce matériel et qu'ils restaurent. Et donc ces restaurations sont faites dans des laboratoires tokyoïtes, souvent par des gens dont c'est le métier, voilà. Certains studios le font mieux que d'autres, certains laboratoires, pardon, le font mieux que d'autres, mais tout ça a lieu au Japon, voilà, parfois avec des capitaux aussi étrangers, hein, parce que aucun pays n'aime le cinéma plus que la France, et donc ça les aide de savoir qu'il y a un intérêt en France de restaurer ces films-là. Donc, mais tout ça a lieu souvent dans des laboratoires à Tokyo. Parmi les mystères de la vie d'Ozu, il y a la nature de la relation entre Setsuko Hara et Ozu. Faut peut-être dire que Setsuko Hara a arrêté le cinéma juste après la mort d'Ozu, qu'elle a vécu pendant plus de 50 ans après, et qu'elle ne s'est jamais exprimée après la mort d'Ozu sur le cinéma et sur le réalisateur. Est-ce que, selon vous, il y aurait des choses encore à découvrir sur la nature de leur relation ? Ça, c'est vraiment une question qui fascine les cinéphiles du monde entier, d'autant que Setsuko Hara a vécu très longtemps. Elle nous a quittés il n'y a pas si longtemps, quand même, je crois en 2015. Mais elle avait laissé comme consigne que la nouvelle de sa mort soit tenue secrète le plus longtemps. À quel point la célébrité ne l'intéressait pas. Setsuko Hara, en fait, a eu, je pense, pour malheur de devenir célèbre dès l'âge de 15 ans. Elle aussi, elle a une carrière très longue avec plusieurs périodes, et elle a donc été... Avant d'être la grande actrice du cinéma de propagande des années 40, elle a été l'adolescente préférée du cinéma japonais du tout début des années 30, notamment chez Sadao Yamanaka, où elle fait toujours des rôles de jeunes lycéennes ou de jeunes filles en fleurs, etc. Et puis après, donc, elle se met, mais avait-elle le choix, au service du cinéma de propagande. Après, elle est mise sur la touche, et c'est Ozu, mais aussi Naruse et Kurosawa qui vont réactiver sa carrière, et il se trouve qu'elle a donné en effet assez peu d'interviews. Sa vie privée est très mystérieuse. Alors, bon, enfin, on sait maintenant beaucoup de choses, hein, mais en gros, en effet, Ozu meurt en 63. Elle fait un film, le dernier film qu'elle tourne, mais sauf que personne ne sait qu'elle le tourne, est un film qui s'appelle Les 47 Ronins, un film en scope couleur, où elle partage l'affiche avec, entre autres, Toshiro Mifune, film vraiment très beau, film de samouraï. C'est son dernier film, une production Toho, puis bien sûr, d'autres films avec elle sont annoncés derrière. Sauf qu'un jour, elle fait quelque chose de très japonais, elle s'évapore. Voilà. C'est l'histoire de quelqu'un qui s'évapore. Mais vraiment qui s'évapore en ce sens où elle souhaite ne laisser aucune trace. C'est-à-dire qu'elle est attendue sur un plateau, elle a des films à tourner, hein, mais elle ne vient pas et on ne sait pas où elle est. Voilà. Et en vérité, un jour, elle a craqué. Alors, pour avoir beaucoup fait de recherches sur ce sujet-là, j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer, c'est que ça n'a rien à voir avec la mort d'Ozu. Voilà. C'est pas parce qu'Ozu est mort qu'elle a arrêté de faire du cinéma, c'est juste qu'elle n'en pouvait plus. Voilà. Quand Ozu meurt, cela dit, il meurt en 63. Entre-temps, la nouvelle vague japonaise est arrivée. Oshima, Matsumoto, Yoshida, etc. Voilà, tous ces grands cinéastes apparus à partir de 1960 au Japon. Et quand Ozu meurt, c'est vraiment aussi un chapitre de l'histoire du cinéma japonais qui se clôt. Mizoguchi est morte 3 ans avant. Naruse va bientôt mourir. Et donc, voilà. Et je pense que Setsuko Hara... Elle a aussi eu l'intuition qu'elle ne serait jamais une actrice de la nouvelle vague.
Voilà. Et qu'il n'y a plus que les films de jeunes qui marchent dans les années 60. C'est-à-dire, en gros, soit les films exaltés, politiques, fiévreux, transgressifs, sexuels, proposés par la nouvelle vague, soit les films de genre, c'est-à-dire les films de Yakuza, qui sont montrés en double programme avec ce qu'on appelle des Pinku et Iga, des films érotiques. Setsuko Hara, je pense qu'en 63, elle comprend qu'elle a plus sa place. De la même manière que Kinuyo Tanaka devient cinéaste dans les années 50 parce qu'elle est bientôt quadragénaire et qu'elle comprend qu'elle va trouver de moins en moins de travail et que le cinéma fera de moins en moins appel à elle. Et donc je pense que Setsuko Hara, elle a dit j'arrête. Voilà, j'arrête. J'ai une anecdote inédite que je n'ai jamais racontée, c'est que Akira Kurosawa, avec qui elle a fait 2 films, Je ne regrette rien de ma jeunesse et L'Idiot, dans les années 70, lui a fait porter un cadeau. Parce que lui savait où elle habitait, parce qu'on a fini par comprendre qu'elle habitait Kamakura, qui est une station balnéaire à 1 heure de train de Tokyo, et où il y a un cimetière avec toutes les célébrités Shoshiku qui sont enterrées, Kinuyo Tanaka, Masaki Kobayashi, Keisuke Kinoshita et Ozu, et un autre cimetière avec Setsuko Hara. Eh bien, Akira Kurosawa a fait porter un cadeau à Setsuko Hara. Quand le facteur a sonné et qu'elle a vu que ça venait de quelqu'un de son ancienne vie, elle n'a pas voulu le prendre. Voilà. Donc ça montre bien à quel point elle avait rompu avec le cinéma. À partir de 63, on n'a plus aucune trace. J'ai retrouvé, grâce à une étudiante japonaise qu'elle en soit remerciée, un tabloïd d'un magazine de 1978 où figurent 3 photos floues prises au téléobjectif d'elle, voilà, en train de jardiner dans sa maison. Donc elle s'est consacrée au jardinage, en fait. Voilà l'explication. Je crois que j'ai oublié de préciser quand même ce qui est aussi passionnant. Alors là, c'est moins anecdotique, c'est que je disais tout à l'heure, je n'ai pas terminé, que Ozu est le cinéaste du temps qui passe et que sa gestion du temps, elle lui apporte vraiment, et il va faire autre chose que d'autres cinéastes ne font pas, c'est les plans vides de comédiens. Oui. C'est une chaise avec un coussin froissé, c'est une bouilloire qui émet de la vapeur, c'est-à-dire du linge qui sèche. C'est assez fascinant parce qu'on se dit, mais pourquoi il fait ça? Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, mais la vie est quand même là. C'est ça qui est très beau. C'est ce que un critique américain a appelé les plans oreillers. C'est-à-dire c'est des plans où on peut se reposer entre 2 scènes. Et il n'y a personne, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de véhicule, mais il y a des accessoires domestiques qui disent oui, mais la vie est là. Et donc, Ozu, c'est le cinéaste du temps qui passe, mais comme il est totalement concentré sur le motif de la famille, comment faire comprendre à travers cette famille que le temps passe? Alors, on comprend à travers la famille que le Japon a changé. Dans plusieurs films d'Ozu des années 50, les enfants apprennent l'anglais. On le voit dans Voyage à Tokyo, on le voit dans Bonjour, on le voit aussi dans Été précoce. Les enfants apprennent l'anglais, mais parce que les Américains obligent les collégiens et les lycéens à apprendre l'anglais, la langue de l'occupant. Et donc, Ozu filme les changements et la mutation profonde du Japon. Je rappelle qu'en 1945, le Japon est totalement détruit. Le Japon ne représente plus rien. Le Japon est occupé par les Américains. En 1965, 20 ans plus tard, il est devenu la première puissance asiatique. C'est-à-dire que c'est un pays qui s'est redressé en 20 ans. C'est inhumain, ça a été beaucoup de sacrifices pour les Japonais, mais qu'un pays en 20 ans devienne la première puissance asiatique alors qu'il partait de vraiment rien, mais même en dessous de rien, c'est assez incroyable. Et je trouve que les films d'Ozu documentent plutôt bien ça. C'est-à-dire que les changements de ce qui se passe dehors se comprennent à travers ce qui circule dans la famille. Mais comment il filme le temps qui passe ? Ça aussi, c'est passionnant, c'est que Ozu nous dit comment on comprend que le temps a passé, mais on comprend que le temps a passé à la façon dont notre entourage disparaît progressivement. C'est-à-dire que Ozu n'a cessé de filmer des familles qui se délitent. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une famille se délite? C'est une famille qui se dépeuple et qui s'effondre. Dans Été précoce, c'est passionnant, c'est une famille très joyeuse, assez nombreuse, mais à partir du moment où Setsuko Hara, qui s'appelle Noriko, encore une fois, va se marier, eh bien, toute la famille se désagrège. À partir du moment où elle quitte le foyer, toute la famille se désagrège. C'est-à-dire que Ozu dit que le temps qui passe, on le comprend parce que notre entourage se dépeuple. Et c'est donc des enfants qui partent faire des études, un fils ou une fille qui se marie, enfin chez Ozu c'est souvent une fille, et un grand-père ou un oncle qui meurt. Voilà. Et donc plus notre entourage se dépeuple,
plus l'indice que le temps s'est écoulé, que le sablier a fait son travail, il est là, il est très concret. Et ça, c'est passionnant chez Ozu, c'est-à-dire que c'est ça qui rend la fin du goût du saké encore plus bouleversante. La fin du saké, le dernier plan, c'est un plan large de Shishuryu, le père dont la fille vient de se marier, et c'est le premier soir où il est tout seul, elle est partie, elle n'est plus à la maison. Et donc il est au fond du plan, il a la tête baissée, on ne sait pas s'il somnole ou s'il dort, mais c'est le dernier plan de toute l'œuvre d'Ozu. Et Ozu, sur sa tombe, il y a Mu, écrit en japonais, M-U. Il y a le kanji Mu, qui signifie en japonais le néant, rien. Voilà. Et donc Ozu, comme à la fin du goût du saké, il nous dit voilà, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin, la solitude, puis le néant, puis rien. Voilà. Mais son cinéma n'est pas si déprimant en fait, puisque, soyez rassurés, venez voir les films, parce que... C'est la fin de la rétro en fait. Ah, c'est la fin de la rétro. Mais continue à venir quand même. Hein. Ou acheter les Blu-ray. Et donc l'idée, c'est... Et puis, voilà, et puis il y a des tas de façons de voir les films. Ils passent aussi à la télévision. Voilà, donc, et donc, certes, notre existence tend vers les riens, mais en attendant, quoi de mieux que les copains pour boire des coups, quoi de mieux que les films pour profiter de la vie, quoi de mieux que la bonne chair, quoi de mieux que les bonnes blagues, comme dans Bonjour. Ozu était vraiment très farceur. Hein. Ozu était très farceur. Ozu adorait faire des blagues au téléphone. Ça me rend très sympathique. Il envoyait même des faux télégrammes signés par d'autres cinéastes. Ça, je trouve ça génial. Voilà. Et donc c'était vraiment quelqu'un, mais c'est pour ça quand on dit mais il n'a pas eu de vie privée amoureuse, mais si, il a eu plein de copines, voilà. Et donc c'est quelqu'un qui était vraiment qui profitait de la vie, et peut-être que notre chemin à tous nous mène vers le néant, comme c'est marqué sur sa tombe, mais il y a quand même de multiples façons de se réjouir d'être en vie. Ouais, alors là je crois que là c'est le mot de la fin. Hein.